Bonjour à vous tous et merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Nous nous excusons pour la revue des titres en français que vous n'avez pas pu suivre ce matin pour les problèmes techniques, mais vous l'aurez à 7h30 en Wolof avec Ahmed Aïdara et Mamba Ndiaye. À présent, le journal que nous démarrons avec cette bousculade à Mouna. 7 morts, 52 disparus et 18 blessés parmi les pèlerins sénégalais. C'est le bilan annoncé hier par la mission médicale sénégalaise qui faisait face à la presse à la Mecque, mais des chiffres qui ne sont pas conformes à la réalité selon notre correspondant au lieu saint de l'islam qui a déjà décompté 9 morts parmi les pèlerins sénégalais. Les propos de El Hadj Mansour Diop, ici résumés par Salif Kébessa. Contrairement aux chiffres annoncés en début d'après-midi par le chef de la mission médicale sénégalaise faisant état de 7 morts, 52 disparus et 18 blessés, notre correspondant au lieu saint de l'islam note une inconformité de ces chiffres avec ce qui se passe réellement sur le terrain. À en croire Mamadou Mansour Diop qui séjourne à la Mecque depuis le début du Hajj, on peut à ce jour décompter 9 morts parmi les pèlerins sénégalais, là où la commission annonce seulement 7. Selon lui, l'agence Al Baraka Voyage a enregistré 2 morts, l'agence Chinou Voyage 2 morts, l'agence Anour Voyage 2 morts, l'agence Muhajirina Wal Ansar 2 morts et l'agence Prescap 1 mort, ce qui fait un total de 9 morts officiellement. Pour ce qui est des disparus, 52 selon la commission. Notre correspondant à la Mecque ne peut comprendre qu'un tel nombre disparaisse depuis maintenant une semaine sur une distance d'environ 5 km. Pour Mamadou Mansour Diop, il y a bien des choses que la commission cache aux Sénégalais puisqu'il ne peut comprendre que des personnes qui, pour la plupart, sont allées à la Mecque au moins 5 fois, soient portées. Autre drame, Salif Kébessa, cette fois-ci c'est à la Médina où un garçon de 2 ans a été mortellement fauché hier dans l'après-midi par un car rapide à la rue 22 angle 37. Le chauffeur du véhicule de transport urbain est entre donc les mains de la police et cet accident a mis en colère les habitants du quartier qui ont failli s'en prendre au chauffeur. Et pas pour plus de sécurité, ils réclament des ralentisseurs pour contraindre les chauffeurs à réduire leur vitesse. Le témoignage ici des témoins que je vous propose de suivre. Chaque jour, xalé dé fi. Légui sama jarbaté ngi ni domam le fi auto fiir sank mu dé. Chaque jour, on rencontre un cas d'accident. À la Médina, je viens de perdre mon neveu. Un cas rapide l'a fauché et ces véhicules n'ont pas souvent de frein. Nous invitons le maire à nous installer des ralentisseurs car tous les habitants du quartier sont d'accord de ne plus accepter ces cas d'accident. Il faut qu'on mette des dodanes à la Médina. Ñun fi duñu fi joggé duñu bayyi tali bi té Bamba Fall ñew fi mom mi muy maire ba mu def fi door daanu. Direction Kermassar où les bulldozers étaient hier en action aux abords du rond-point pour détruire les tables et autres bagages qui étaient près des trottoirs. Cette opération de déguerpissement a été décriée par les centaines de tabliers et ambulants qui occupaient les lieux. Ils affirment ne pas avoir reçu de sommation de la part de la municipalité. De ce fait, ils comptent porter plainte contre la mairie de Kermassar. C'est un compte rendu signé Idrissa Djembe. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des assassins. Ils étaient ce matin dans tous leurs états. Les maçons ambulants établis sur les axes qui mènent vers le rond-point de Kermassar ont subi la loi des bulldozers, une opération qu'ils dénoncent avec la dernière énergie. Parce que fitna bu metti lañ ma yé téléphone néma ñu ngi rajaxé place yi ma jog ñew. La mairie ne nous donne pas des sommations. On nous a déguerpir d'une façon de cacher notre marchandises d'une façon illégale. Ainsi, les ambulants donnent 3 jours d'ultimatum à la municipalité, à défaut de quoi ils comptent porter l'affaire devant la justice. 72 heures pour donner l'avertissement à la mairie, pour qu'on assise dans une table pour discuter et nous donner un site de recasement. Si on ne recasse pas, on va porter plainte pour destruction de biens. La commune de Kermassar, la mairie,
L'opération de déguerpissement s'est faite sous une forte présence des éléments de la LGI Mbao. Du côté de la mairie, les agents qui supervisaient l'opération ont soutenu, sous couvert de l'anonymat, qu'une sommation a été livrée aux ambulants des semaines avant la Tabaski. En tout cas, la tension reste vive entre la municipalité et les marchands ambulants. Idrissa Diémé, Pikine, 2 semaines après les fortes pluies du 14 septembre dernier, les populations vivent toujours le calvaire. Des maisons sont inondées, des familles sont dans la détresse. Si certaines personnes se sont laissées à elles-mêmes au quartier Darussalam de Baie de Thiaroye Gare, une sinistrée passe par une fenêtre pour rejoindre sa chambre, nous dit Younoussa Baldé. Sarah passe par une fenêtre pour rejoindre sa chambre à coucher. Ce sont des bidons de 20 litres remplis de sable qui servent de support de son lit. J'habite ici depuis chaque inondation, j'habite ici. Avec les eaux puantes. Je passe la nuit à l'intérieur, je monte sur l'escalier avec mes enfants pour rentrer par la fenêtre dans la chambre de mon petit. Maintenant, il y a des vers, des sangsues qui sont dans l'eau. Il y a les moustiques. Depuis les premières pluies, sa maison est complètement inondée. L'eau, à force d'y rester, est devenue verdâtre. Elle pue une mauvaise odeur. La présidente de l'association des veuves à Thiaroye condamne le manque de soutien des autorités locales de Pikine. On n'a pas vu aucune autorité qui vienne, même pour ne pas évacuer, mais nous de Massa. Mais je vous dis qu'on n'a pas... Mais vraiment, on n'a pas vu aucune autorité pour nous identifier même. Pour venir nous voir comment on est en train de vivre. Tu prends des bagages pour aller dans une école comme ça. Avec quoi? Les inondations, ça veut dire les votes sanctions. Et ce sera des votes sanctions. Ici à Thiaroye Gare. Au quartier Darussalam 1B à Thiaroye Gare, beaucoup de familles sont dans la détresse parce que leurs maisons sont complètement inondées. L'imam Ratib a dû abandonner le rez-de-chaussée de sa maison. Nous avons vraiment besoin de secours. Les moustiques ont fini par nous envahir. On n'a pas où cuisiner. Les fosses septiques sont remplies. Dans cette partie du département de Pikine, les habitants ne veulent pas du riz, de l'huile, du sucre, mais des motopompes de grand débit pour évacuer les eaux qui inondent leurs maisons depuis plusieurs semaines. Merci à Younoussa Baldé. Autre information, le Sénégal de Macky Sall réduit de moitié sa population qui souffre de la faim. C'est la CFAO qui donne l'information et qui a même primé le chef de l'État à New York à l'occasion de la 70e Assemblée Générale des Nations Unies. Et le Sénégal a effectivement atteint les objectifs des OMD. Il a donc réduit de moitié la proportion de sa population qui souffre donc de faim. Et selon l'économiste planificateur, il importe seulement de faire la différence entre extrême pauvreté et avoir faim. Mbaya, ici avec Pape Chassela. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, le Sénégal a franchi le cap de la première cible, c'est-à-dire réduire de plus de la moitié le taux d'extrême pauvreté. C'est-à-dire c'est la proportion des individus qui vivent avec moins de 1,25 $ par jour. C'est moins de 750 francs par jour. Le Sénégal a dépassé cet objectif. Chaque Sénégalais, un Sénégalais sur 2 a au moins 1000 francs par jour. Moins d'un Sénégalais sur 2 a plus de 1,25 à plus de 750 francs par jour. C'est ce qu'on appelle l'atteinte de la cible numéro 1. Mais quand même, on doit rappeler et préciser que cet objectif a été globalement atteint par l'ensemble des pays du monde depuis même 5 ans de là. Notre pays, dont le pourcentage de personnes souffrant de la faim est passé de 25% en 1990 à 10% en 2014-2016, une performance qui semble être loin de la réalité. Ils sont nombreux, les Sénégalais, qui peinent à manger 3 fois dans la journée. C'est un reportage de Gorandaglo. En 2015, le Sénégal a réussi à combattre la faim comparée à la situation des années 90 selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un avis que ne partagent pas les Sénégalais lambda qui peinent à assurer les 3 repas quotidiens. Je pense plutôt que la FAO a effectué ce sondage dans les cités Almadies et à Fann Résidence, mais pas dans les quartiers pauvres comme Grand Dakar ou Pikine ou Bentali ou Niary Tally. Je suis désolé, mais c'est pas vrai. C'est plutôt, on a des difficultés plutôt à assurer un repas par jour. Ça vraiment, je suis désolé, je me demande où est-ce que la FAO a pris ses repères pour sortir ces chiffres-là, mais au niveau de notre quartier, vraiment, c'est pas vrai.
Même son de cloche chez cette mère de famille qui en profite pour inviter le gouvernement à réduire le coût de la vie. La vie est chère, c'est difficile d'assurer les 3 repas. Les chefs de famille peinent vraiment à joindre les 2 bouts. Du temps du régime de Wade, c'était bien, mais là, avec Macky, c'est vraiment dur. Assurer les 3 repas quotidiens semble une tâche lourde chez certaines familles qui n'approuvent guère l'avis du FAO. Merci à Gorandaglo. À présent, parlons de tout à fait autre chose. Le frère de l'industriel Ahmed Amar balaye d'un revers de main les propos du maire de Mbaké, Abdou Mbaké Ndaou, qui soutient mordicus que l'ambulance offerte au district de Mbaké provient de l'ONG hors source et non de Ahmed Amar. Et Moustapha Amar plutôt se désole de l'absence du maire à la cérémonie de remise de l'ambulance. L'ambulance offerte au district sanitaire de Mbaké vient bel et bien de Ahmed Amar. Si l'on en croit le frère de l'industriel, l'ambulance a été achetée à l'ONG hors source. J'ai eu à faire la connaissance d'une certaine Madame Sek qui s'occupe et qui fait dans ce domaine et qui nous a proposé des ambulances. On a acheté les ambulances. Une fois les ambulances arrivées au Sénégal, comme elles disposent d'un régime qui lui permet de ne pas payer de douane, donc les ambulances ont été exonérées. Le maire de Mbaké a brillé par son absence lors de la cérémonie de réception et soutient mordicus que c'est l'ONG qui a donné l'ambulance. J'ai contrôlé la procédure, j'ai envoyé un mail au maire de Mbaké, un mail au maire de Kébémer, ils ont accepté. J'ai toujours les lettres qui m'ont été envoyées par les deux maires. Les ambulances sont sorties, on déplace des champs à Mbaké en leur disant que les ambulances vont venir le samedi, lendemain de la Tabaski. Faites avertir les autorités concernées. On appelle le président du conseil du comité de santé, Amadou Mbeng, qui fait le tour des autorités pour leur dire qu'on a un don d'ambulance qu'on va réceptionner demain. S'il déplace pour voir le maire lui dit que je ne serai pas parce qu'on n'a pas été maire. J'ai eu au moins 20 communications entre jeudi, vendredi et samedi avec le maire. Je lui ai dit que la procédure a été entamée avec vous, elle va se finir avec vous. Dites-moi ce que vous voulez, je fais ce que vous voulez. Ce proche d'Ahmed Amar dit ne pas comprendre la mauvaise foi du maire de la commune de Mbaké face à leur souci d'aider une population qui en a besoin. Afrobasket féminin 2015 qualifié au second tour de cette compétition que le Cameroun a créée depuis le 24 septembre. Le Sénégal hérite du Mali, une équipe qui a éliminé le Sénégal au stade des demi-finales aux Africains de Brazzaville et qui n'a enregistré qu'une seule défaite en phase de poule. C'était donc face au pays hôte. Ibrahim Adem, coach de Mermoz Basket Club, nous livre ici quelques recettes pour venir à bout de la sélection féminine du Mali. Ces propos ici recueillis par Aïcha Kamara. Il faut les féliciter quand même parce que c'était pas évident de réagir après la déconvenue du match contre le Nigeria. Mais maintenant, il faut essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'on a constaté en 4e quart-temps qu'on y a eu une baisse de régime. Bon, c'est dû peut-être à un relâchement, je sais pas, ou bien c'est dû à peut-être un coup de fatigue. Bon, maintenant, c'est au coach et au staff technique de réagir par rapport à ça. À présent, parlons de l'actualité internationale au Burkina Faso après une journée extrêmement tendue. Hier, les hommes de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, encore retranchés dans une caserne de la capitale, ont fini par déposer les armes en milieu de soirée après l'assaut donc des forces loyalistes qui avaient pris position autour de ce camp dans la matinée. Et selon le chef des anciens putschistes du RSP, le général Gilbert Diendéré, l'assaut a duré environ 2 heures et le chef de l'état-major général des armées affirme quant à lui que l'opération sur le camp s'est terminée sans grande résistance. Pendant la nuit, donc, des militaires de l'armée régulière ont commencé à laisser tout le périmètre du camp naval. Voilà.
Autre information, après un week-end de violence en Centrafrique, la journée d'hier encore été marquée par des affrontements, en particulier dans la zone de l'aéroport. Ce n'est qu'un calme donc précaire qui régnait dans la capitale mardi soir. Si la tension a baissé, Bangui, donc des tirs sporadiques étaient encore tendus dans certains quartiers de Bangui. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Encore, nous nous excusons pour la revue des titres en français que vous n'avez pas pu suivre ce matin. Mais la revue des titres revient en Wolof à 7h30 avec Ahmed Aïdara, Mamba Ndiaye. Et 7h45, c'est le journal. Tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.